Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche globale de la santé. Alors je suis à nouveau très heureux de pouvoir partager cette thématique aujourd'hui avec vous, malgré le fait que ça va démarrer sur une baffe que je me suis prise la semaine dernière et qui m'a permis finalement de développer cette thématique, la thématique du mindset. En effet, la semaine dernière, je regardais un peu les stories, ce que je fais très rarement, je dois vous l'avouer, sur mon profil Facebook, et je tombe sur la story de Jean-Philippe Williams, un ami que j'avais d'ailleurs interviewé dans ma première saison du podcast. C'est d'ailleurs mon tout premier interview. Je vous invite à aller le suivre, il est vraiment inspirant parce que Jean-Philippe a vraiment une personnalité très soleil, comme ça, très ouverte, très positive. Et justement, la semaine dernière, il fait une petite story sur le fait que malgré que nous soyons encore au mois de février, eh bien, il nettoyait sa piscine. Tout simplement parce que il voulait se projeter dans un avenir ensoleillé. Il se voyait déjà dans sa piscine en train de profiter de son jardin, de la brise et de ses longueurs. Alors, je dois vous avouer que ma première réaction a été de lever les yeux au ciel et me dire mais n'importe quoi JP, je t'aime bien mais là, franchement, c'est un peu du développement personnel de troisième zone. Et puis, c'est là que je me suis pris la baffe et je me suis dit, mais David, es-tu à ce point aigri par l'adversité de ces dernières années? Est-ce que tu ne comprends pas l'importance d'avoir un mindset positif pour attirer justement des choses et des événements plutôt positifs? Et puis, durant la semaine, j'ai eu un deuxième rappel, comme si je ne l'avais pas compris dès la première fois, et je tombe sur la vidéo d'un coach mental que j'ai découvert, Thierry Laurey, un ancien athlète olympique français, coach mental pour justement les entrepreneurs et les athlètes de haut niveau, et il nous rappelait les mots de Jim Rohn sur le fait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et je dis, ouais, mais non, ça ne me correspond pas à moi, je ne tombe pas dans cette règle. Comme si on pouvait être unique, hein, ça c'est probablement un symptôme ou un syndrome que l'on pourrait développer dans une autre vidéo. Bien sûr que nous sommes uniques, mais il y a quand même des schémas qui reviennent et que nous partageons justement avec notre communauté, notre culture, etc. Et d'ailleurs, en parlant de communauté, je vous cite souvent les recherches du sociologue Nicolas Christakis sur l'impact de nos connexions sociales. Et le docteur Christakis a pu prouver que notre comportement avait une influence sur les amis des amis de nos amis. Donc fatalement, je suis influencé par toutes ces personnes qui gravitent autour de moi. Quel que soit, finalement, mon cercle d'amis et les personnes que je côtoie. Les personnes que je côtoie le plus vont avoir une influence sur mes réalisations, mon développement personnel, mes défis, etc. Et donc, je me suis dit, mais à quel point, David, es-tu finalement devenu aussi coincé dans ton mécanisme de survie pour ne pas voir là où tu as des choses encore à travailler. Donc ça a été une jolie baffe que j'ai pris tout seul, comme un grand, et je voulais vous partager justement cette réflexion qui fait partie de mon coaching avec bienveillance. Et donc je me suis rendu compte qu'avec ce deuxième rappel, eh bien, j'avais un travail à faire ou refaire sur mon mindset, probablement qu'il avait été finalement habitué à cette adversité, à ce réflexe de survie, et qu'il était grand temps d'en sortir, parce que malgré le fait d'avoir traversé les océans, je ne suis pas là où je veux être, là où je me projette. Donc, que dois-je changer dans mon mindset pour ma vie professionnelle? Et dans ce cas-ci, puisque ce podcast s'intéresse à la santé globale, comment peut-on adapter notre mindset pour améliorer notre santé? Tout d'abord, on va revenir sur un concept qui est vraiment important, qui sont les croyances limitantes. Les croyances que nous avons finalement acquises au cours de notre vie, voire même parfois avant notre naissance, durant la gestation,
voire même durant notre conception, mais ça, ce serait un épisode totalement différent. Et donc revenons sur ces croyances qui finalement sont là pour une raison, c'est de nous maintenir en vie. Par exemple, une maman qui est stressée durant sa grossesse va produire du cortisol que l'embryon, le fœtus va ressentir, et donc pour lui, ça va être la norme. Ce niveau de cortisol est élevé parce que l'environnement est dangereux et je dois donc m'y préparer. Même si l'environnement finalement est totalement différent de ce que la maman a vécu, a ressenti durant sa grossesse. Donc ça entraîne des personnes qui auront tendance à rechercher ce niveau de stress pour se sentir bien, puisque c'est la référence. Personnellement, j'ai plutôt grandi dans un environnement de limitation. Et souvent, ces croyances limitantes sont acquises suite à un traumatisme. Alors, je voudrais redéfinir, comme je l'ai déjà fait précédemment, ce concept de trauma. Selon le docteur Rémy, un trauma est soit ce que nous connaissons, c'est-à-dire un événement trop intense, trop rapide, on n'a pas le temps, on est pris par surprise, soit c'est un élément trop petit pour réagir, mais qui reste trop longtemps et qui finalement va induire des réactions, des comportements et souvent un schéma physiologique. Alors pourquoi c'est important? Justement, parce que si vous avez un trauma qui a entraîné une croyance, qui vous a mis dans un certain conditionnement, eh bien, c'est peut-être ça la base d'un problème de digestion, d'un problème de tension musculaire ou d'un problème d'autorégulation. J'entendais par exemple les résultats d'une étude faite aux États-Unis sur 17 000 personnes. Ces personnes s'étaient engagées dans un régime alimentaire et on a observé 50% d'abandon. Mais dans ces 50% d'abandon, on a vu qu'il y avait plus de 20% de personnes qui avaient vécu des traumas physiques et plus de 20% également qui avaient vécu des traumas sexuels. Et donc il y a effectivement une relation entre ces événements traumatiques et l'importance qu'on se donne, la capacité effectivement de se donner finalement du temps, du bien-être et de pouvoir retrouver cette sensation de sécurité. Rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode 64, c'est la première étape pour la santé globale, c'est de se sentir en sécurité ou en tout cas pouvoir trouver des moments où notre biologie peut basculer en parasympathique, parasympathique ventral, pour pouvoir activer le nerf vague et pouvoir récupérer, digérer et même guérir d'une problématique. Un contre-exemple serait le témoignage de Gary Vaynerchuk. Si vous savez le prononcer mieux que moi, n'hésitez pas. Donc Gary, si vous ne le connaissez pas, est un entrepreneur avec de nombreux succès, c'est un motivateur, il intervient énormément sur les réseaux sociaux. Il disait justement récemment que quand il était petit, chaque fois qu'il faisait une bonne action, sa maman encourageait justement son comportement. À chaque fois qu'il avait une réussite, elle le mettait plutôt en avant. Donc il a été nourri par ces bonnes actions, par ce qui était positif pour lui et pour son environnement. Si justement ce mindset est influencé par notre histoire, nos croyances, nous ne devons pas rester les bras croisés en attendant de faire un travail avec un spécialiste via l'hypnose, le MDR ou d'autres techniques pour aller lever ces croyances limitantes. Il est toujours possible de faire un travail au quotidien. Et là, c'est là où j'ai pris cette baffe avec Jean-Philippe. Parce que je me suis rendu compte que je ne travaillais plus à ce niveau-là. Je continue à chercher dans mon histoire ou mon inconscient ou mes symptômes ce qui pourrait être une source de frein au niveau professionnel et au niveau personnel, mais je ne travaille plus suffisamment sur le quotidien. Et donc je continue à alimenter cet élément-là. Alors, un élément qui est important à travailler, c'est justement cette dopamine. Pourquoi? Parce que la dopamine est un neurotransmetteur qui est relativement complexe. Les neurotransmetteurs, on les a très vite vulgarisés. On se rend compte aujourd'hui que c'est un peu plus complexe, mais pour quand même le résumer, la dopamine est engagée dans le système de récompense et de démarrage. Il nous faut à la fois de la dopamine pour démarrer, un minimum,
Et au plus on a des succès, au plus on a des éléments satisfaisants, au plus on va produire de la dopamine. Illustration, lorsque vous décidez d'aller au restaurant, il y a cette motivation parce que le restaurant c'est sympa, donc vous y allez. Si le restaurant répond à vos attentes gustatives, vous allez avoir une production de dopamine. Si le restaurant ne répond pas à vos attentes, vous êtes déçu, vous n'aurez pas la production de dopamine. Et donc c'est important de pouvoir faire la différence entre cet élément qui va vous motiver à faire quelque chose, qui peut être extérieur, et puis cette récompense par rapport au succès. Et donc, l'important dans ce cas-là, c'est de démarrer par une petite marche qui va donner une récompense et qui va permettre de mettre la machine en route. J'entendais une autre physiologiste cette semaine parler de sortir du lit. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si, lorsque le réveil sonne, vous appuyez sur le snooze pour redormir, eh bien vous allez repartir dans une inertie de sommeil. Et donc ça va être de plus en plus difficile à sortir du lit. Donc logiquement, si vous choisissez judicieusement l'heure à laquelle vous allez dormir pour pouvoir avoir autant de cycles du sommeil dont vous avez besoin, et ça peut s'évaluer, n'hésitez pas à m'appeler et à me contacter pour cela, eh bien vous allez pouvoir vous réveiller techniquement, et on peut l'adapter aussi par rapport au biohacking, eh bien vous allez pouvoir vous réveiller dans les bonnes conditions et vous réveiller à la première stimulation, c'est-à-dire donc la première fois que votre réveil va sonner, et ça va créer un momentum, ça va déjà être un élément, et paf, je peux me réveiller dès la première sonnerie de mon réveil. Personnellement, depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai pu remettre cette habitude dans mes routines. Quelle que soit l'heure, je me réveille à la première sonnerie et je vais prendre une douche froide, qui soit 5 heures du matin ou 2 heures du matin, comme la semaine dernière où j'ai dû exceptionnellement donner cours avec la Belgique en décalage horaire. Et donc, il était 9 heures en Belgique, il était 3 heures pour moi. Je me suis levé à 2 heures. À 2h15, j'étais sous la douche et je peux vous assurer qu'à 2h15 du matin, lorsqu'il fait moins 20 dehors, qu'il fait encore noir, que tout le monde dort, que c'est samedi matin, je n'ai aucune motivation pour passer encore 2 minutes sous l'eau froide. Mais je ne me pose pas la question. Enfin, si honnêtement, je me pose la question, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais j'enclenche l'eau froide, je passe dessous, 2 minutes, et je sors de là, j'ai déjà un boost de dopamine. Je me suis levé, j'ai eu ma douche froide, d'autant plus que la douche froide, on le sait, vient stimuler la dopamine d'un point de vue physique, avec un peu de noradrénaline. Donc tout ça enclenche mon cercle vertueux dès le matin. Une fois que vous avez enclenché ce mode finalement physiologique, il faut pouvoir travailler sur l'anticipation positive. Vous projetez dans un futur positif celui que vous voulez atteindre. Et là, je reviens sur une deuxième intervention que j'ai vue de Thierry Loret cette semaine, qui prend l'exemple des sportifs de haut niveau. On a observé que l'imagerie mentale d'un cerveau de sportif de haut niveau qui est en visualisation mentale est à 75% identique à ce que ce cerveau vit dans la réalisation réelle du mouvement. Ce qui veut dire que le cerveau, ce qu'il pense, c'est pratiquement identique à la réalité. Et donc si je pense que ce que je vais mettre en place va être difficile, je vais le ressentir comme quelque chose de difficile. Si en plus il y a des références par rapport au passé, je vais renforcer le fait que effectivement chacun de mes projets c'est difficile. Je sais que je vais y arriver, mais ça va être compliqué, ça va être difficile, je vais être fatigué, etc. Mais en attendant, mon corps il fatigue aussi, donc c'est de plus en plus difficile. Donc il faut pouvoir sortir de ce schéma répétitif. Or, en termes de schéma répétitif, une étude menée par les psychologues de l'université de Queen's Kingston en Ontario, au Canada, rapporte que l'être humain a en moyenne 6200 pensées par jour. Il y a des chiffres différents sur les études, mais prenons cet exemple-là. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ces 6200 pensées, 80% de ces pensées sont généralement négatives et 95% de ces pensées sont répétitives. Donc c'est un vrai défi de sortir de ces pensées répétitives qui sont en plus négatives. Et pourquoi elles sont négatives? Mais ça, je le répète systématiquement en formation, le corps
la biologie, le cerveau, fait toujours les choses pour notre survie. Rappelez-vous l'exemple de cette maman qui stresse durant sa grossesse, qui envoie du cortisol à son bébé. Son bébé, lui, interprète ça comme étant, d'un point de vue biologique, eh bien, un monde dangereux, il faut que je sois prêt. Et avec du cortisol, je suis prêt à réagir au stress. Puisque le cortisol est produit en anticipation d'un danger. Comme ça, mon système immunitaire peut réagir et je sentirai moins la douleur. C'est un peu anti-douleur, anti-inflammatoire. Non pas quand il est chronique, mais quand il est comme ça de manière anticipative. Sauf que quand l'anticipation se poursuit, ça entraîne l'épuisement et le burn-out. Donc, ces pensées positives qui se répètent, c'est simplement pour nous prévenir que l'environnement, il est compliqué, il est dangereux, il est difficile. C'était peut-être le cas à un moment donné durant cet événement traumatique qui a entraîné une croyance limitante, mais c'est là où il faut changer. Surtout si on veut changer sa santé pour du long terme. Pas perdre 10 kilos pour l'été, pas retrouver le souffle pour éviter d'avoir une crise cardiaque, non, vraiment pour du long terme. Avoir un projet dans lequel on est investi, la santé étant une priorité. Et donc je vais revenir sur le modèle triunique de MacLean. C'est un modèle extrêmement vulgarisé et résumé de la neuroscience et du fonctionnement de notre cerveau. Je suis probablement certain que si un neuroscientifique entendait encore parler de ce modèle, il aurait peut-être des cheveux gris, mais je trouve qu'il est quand même intéressant pour comprendre le mécanisme général. Il y a évidemment plein d'interactions entre toutes ces parties du cerveau, mais MacLean disait qu'on avait généralement trois zones, trois étages, pas trois tiroirs, trois modes de fonctionnement au niveau de notre cerveau. On a le système reptilien qui est lié à la peur, à ce qui est présent. Là maintenant, est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité? Rappelez-vous l'épisode 64, c'est vraiment important. Le système limbique que l'on partage avec les mammifères et pas avec les reptiles, c'est le lien avec les émotions et la mémoire. Donc si j'ai une émotion, si j'ai eu un événement traumatisant, je vais me le rappeler pour pouvoir éviter justement cet événement. Mais nous ne sommes ni des mammifères ni des reptiles. En tout cas, nous avons évolué et nous avons un cortex cérébral qui nous permet d'anticiper et de pouvoir nous projeter dans l'avenir pour pouvoir développer le monde que l'on connaît aujourd'hui. Ce ne sont pas les animaux qui ont créé le monde moderne, ce sont bien les humains en réfléchissant à des solutions qui permettraient d'améliorer le confort du quotidien. Et donc la solution réside dans cet élément où on doit apprendre à s'autoréguler dans le présent. Si je ne suis pas en danger, mon système nerveux dominant doit être parasympathique. Je dois pouvoir accepter et digérer mes émotions, ce qui est le passé m'a permis de comprendre certaines choses, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans mon passé, je suis dans un présent. Et entraîner son cerveau vers une anticipation positive. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre? L'exemple un peu bateau, c'est je cherche à m'acheter une voiture et finalement, mon cerveau va repérer la voiture sur laquelle j'ai finalement décidé de mettre mon dévolu. Donc oui, le cerveau va essayer de repérer dans l'environnement ce qui l'anime le plus. Donc si vous avez 80% d'idées négatives qui se répètent tous les jours, clairement, votre environnement va vous confirmer le bien fondé de vos pensées. Même chose pour votre santé. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes en inflammation depuis X années, eh bien votre cerveau va vous rassurer en disant oui, c'est ça, tu es en surpoids, tu es en inflammation, tu as des problèmes de digestion, tu as des problèmes de foie, etc. etc. Tu as telle addiction et c'est ce qui te permet de souffler. Prenons l'exemple de l'effet Bannister. Un excellent exemple sur cette anticipation positive. Dans les années 50, une communauté de scientifiques, des experts de l'athlétisme, avait clamé qu'il était impossible de courir un mile en moins de 4 minutes, 1600 mètres. Donc, jusque-là, la limite humaine était à 4 minutes et une chiclette. Pourtant, un homme, un coureur nommé Bannister, d'où l'effet Bannister, n'avait pas eu vent de cette information-là, ne savait pas qu'il était impossible pour l'être humain de courir en moins de 4 minutes, et il l'a couru
en moins de 4 minutes, en 3 minutes 59 exactement, le 6 mai 1954. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de cette date-là, assez rapidement dans l'année, d'autres athlètes ont couru plus vite que les 4 minutes. Et aujourd'hui d'ailleurs, le record est autour des 3 minutes 43. Je n'ai pas vérifié le dernier record, mais en tout cas, on a dépassé les 15 secondes plus rapides. Sur un 1500 mètres, 15 secondes, c'est énorme, en 70 ans, pour finalement démontrer que non, la limite humaine n'était pas de 4 minutes, mais moindre. Donc, quelles sont les limites que nous nous mettons, inconsciemment ou consciemment, par rapport à notre santé, par rapport à notre développement personnel? Si je reviens sur la story de mon ami JP, c'est son état d'esprit qui fait la différence. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement solaire, lumineux, positif. C'est vraiment un leader avec lequel il est agréable de travailler. Allez voir son interview, c'est l'épisode 1 du podcast In Shape to Grow. Il est vraiment inspirant. Mais il sait très bien que ce n'est pas lui qui fait le beau temps. Il ne va pas attendre non plus bêtement à sa fenêtre pour voir, ah, aujourd'hui il fait beau, je vais pouvoir aller dans ma piscine. C'est son état d'esprit. Il se projette dans un futur positif parce qu'il a envie de profiter de sa piscine et il peut ressentir ses émotions. Les émotions qu'il va ressentir après une grosse journée de travail, de pouvoir aller nager dans sa piscine parce qu'il fait agréable. Il est passé à l'action en plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas imaginé qu'il allait faire beau. Il a imaginé qu'il allait faire beau rapidement cette année-ci, en Belgique. Et il est passé à l'action en nettoyant sa piscine. Mais s'il fait toutes ces actions en ayant cet esprit positif, il n'ira probablement pas nager tous les jours entre mars et octobre dans sa piscine. La Belgique, ça n'est pas Saint-Tropez, pas encore. Mais il va se projeter dans un avenir dans lequel il sait qu'il va pouvoir en profiter et qu'il aura le temps d'en profiter. Et si toutes ces actions sont avec cette attitude positive, eh bien, il va attirer beaucoup plus d'événements positifs que moi qui lève les yeux au ciel en disant comme s'il pouvait influencer la météo. Ça, c'était ma première réaction. Très vite, je me suis dit, ah, pourquoi es-tu aussi négatif? C'est une belle claque. Malgré toutes les fois où je suis sorti de ma zone de confort, où j'ai relevé des défis, eh bien, mon esprit est finalement resté dans cet esprit négatif. Ah, ben, de toute façon, même tes défis, ils vont entraîner des conséquences que tu payes toujours aujourd'hui. Donc, je sais que je dois aller rechercher ce qui bloque ce développement personnel et professionnel au niveau de ma biologie. Je travaille dessus, mais je peux déjà agir au quotidien pour modifier cet élément-là et rencontrer la personne qui me permettra justement de lever ces blocages. Alors, si vous êtes un coach, n'hésitez pas à demander à votre coaché s'il se voit, s'il est capable de se voir dans un futur proche avec ce nouveau corps, cette santé optimale, ce meilleur sommeil, cette meilleure gestion des émotions, ce poids optimum, ces sensations de bien-être, même si la personne est en surpoids depuis l'adolescence, même si la personne a une santé fragile depuis 15-20 ans. Est-ce que la personne est capable de se voir dans un futur plus ou moins proche avec cette nouvelle santé, cette santé optimale? D'où l'importance dans ma modélisation justement de demander au coaché, au client, quelle est sa santé optimale. Comment il la définit? Ce n'est pas ma santé optimale. Chacun va avoir sa définition. Ça, si c'est un peu en dessous d'une réalité optimale, le coach peut éventuellement le définir dans justement la relation que chacun a avec sa propre santé, sa propre image, un peu son langage intérieur. Si vous n'arrivez pas à aborder cette thématique avec votre coaché, eh bien, faites appel à votre réseau, quelqu'un qui est capable, qui a les techniques pour pouvoir lever ses croyances limitantes. Et si vous avez les outils, eh bien, allez-y. En tant que coach en nutrition, coach sportif, coach de vie, c'est important de pouvoir permettre à la personne de se voir positivement dans le futur. Pour les autres, je veux vous inviter à utiliser la méthode des affirmations. Une affirmation, c'est une phrase
que l'on va se répéter régulièrement pour pouvoir justement adopter une pensée positive. Hein, c'est cette fameuse phrase « If you can believe it, you can achieve it ». Si tu peux y croire, tu peux y arriver. J'en avais parlé la semaine dernière, j'avais dit que ce n'était pas toujours le cas et ça confirme la problématique des traumas, confirme que ce n'est pas parce que j'y crois que je vais y arriver. Avant d'y arriver, il faut peut-être faire appel, comme je l'ai dit la semaine dernière, à son équipe. Mais cette semaine, je vous dis que on peut en attendant déjà s'entraîner. En comprenant l'impact de ces traumas, on va pouvoir déjà trouver la bonne phrase et la bonne affirmation qui va nous aider au quotidien et on va pouvoir améliorer justement notre quotidien. Donc la psychologue Lauren Alexander explique comment les affirmations positives quotidiennes peuvent nous aider à affronter le monde avec confiance en soi et en nos capacités. Donc c'est pas je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis la plus belle, c'est que j'ai confiance en mes capacités. Oui, j'ai peut-être des freins, mais je suis capable de les lever et d'atteindre cette santé optimale, ou cette performance optimale, si vous êtes sportif. Les affirmations positives sont des phrases, donc on peut dire à haute voix ou dans sa tête, qui permet de développer cette confiance en soi, ou en tout cas de développer des éléments bien spécifiques qui nous manquent. Elle précise bien que ces affirmations positives ne sont pas là pour nier les difficultés de notre monde ou de notre vie. La clé, c'est d'identifier des affirmations positives qui reconnaissent la réalité de notre situation et qui sont là pour passer cet obstacle, nous permettre d'aller de l'avant et de prospérer. D'où l'importance, encore une fois, de comprendre ces croyances limitantes et de découvrir finalement qui nous sommes. Et donc pour y arriver, pour travailler sur ces affirmations, je voudrais vous partager finalement l'avis de 2 psychologues que j'ai réunis dans un exercice à 9 points et qui vont vous permettre justement de travailler sur ce mindset au quotidien, le temps de lever les croyances limitantes si vous en avez. C'est un résumé de ce que justement la psychologue Lauren Alexander explique dans un article intitulé Do Positive Affirmations Work et des travaux d'une autre psychologue, psychothérapeute, Nancy Collier, qui décrit le danger de la pensée négative. Donc, voici ce que nous pouvons faire au quotidien. Premièrement, première étape, développer la prise de conscience. La clé pour briser toute habitude, dit-elle, est la prise de conscience. Commencez à regarder ces moments où vous choisissez activement de plonger dans votre douleur pour littéralement diriger votre attention vers ce qui pourrait vous déranger. À l'image de la baffe que je me suis prise cette semaine. Lorsque j'ai levé les yeux, je me suis rendu compte de mon aspect négatif par rapport à la story de JP, le fait que je l'ai pris au sens propre, et ça m'a permis de prendre conscience de la morosité dans laquelle mon cerveau finalement tournait à 80% de la journée. Étape 2, reconnaissez que vous êtes tombé dans le panneau. Lorsque vous remarquez que vous êtes tombé dans le panneau, notez-le et dites-le même à haute voix pour y mettre un peu d'humour. Ça dérange le cerveau quand on agit avec l'humour. Waouh, je me suis fait prendre là, je suis encore dans mon Calimero ou dans mon esprit négatif. Qu'importe les mots que vous allez utiliser, mais c'est le fait de se dire, ok, là, je le repère, je le nomme, et posez-vous la question sans jugement. Pourquoi suis-je à nouveau dans cette souffrance? Pourquoi est-ce que je reste collé dans ce côté négatif? Comprenez le problème pour pouvoir en sortir de manière différente. Pourquoi est-ce que on continue à finalement ressasser cette douleur? On se rend bien compte que ce n'est pas en ressassant cette douleur que ça va changer les choses. Est-ce si effrayant de se sentir bien? Qu'est-ce qui a motivé cette problématique? Nancy Collier nous dit que finalement, essayer d'être en paix avec l'esprit, c'est comme ouvrir une serrure avec une banane. Alors, en parlant d'humour, effectivement, si vous comprenez cette expression-là, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et de me dire ce que vous comprenez par cette expression, mais je la trouve relativement bien visuelle. Ce n'est donc pas en ressassant les choses que les choses vont changer.
Étape 4, déplacez votre attention de réflexion vers le ressenti. Ça, je ne l'ai pas fait, parce que je n'avais pas encore préparé le podcast. Et donc, cette baffe, je l'ai ressentie. Mais finalement, une baffe, on la ressent quand même sur la joue, mais c'était plutôt une métaphore. Mais j'aurais pu, à ce moment-là, je me souviens exactement où j'ai vu la story de JP. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel et il m'a dit, mais enfin, pourquoi es-tu aussi négatif? Mais je ne me suis pas arrêté pour savoir où je le ressentais dans le corps. Donc ça, c'est l'étape 4. On peut également, une fois que c'est ressenti, prendre conscience de ce ressenti et devenir notre meilleur ami. Ça, c'est également en référence à l'un de mes interviews de la première saison du podcast avec Pierre Portevin. Devenez votre meilleur ami, votre mentor, votre psychologue, votre coach émotionnel. Et dire, ok, là, tu étais négatif, tu le ressens dans le corps, ok, accepte-le, mais on va pouvoir maintenant changer les choses. Étape 6. Demandez-vous quels sont les risques si vous abandonnez cette douleur. Quels sont les risques de nettoyer sa piscine et d'imaginer un printemps ensoleillé pour aller nager, même si la piscine n'est pas à 25 degrés. Bon, évidemment, quand on habite au Canada et qu'on va courir par moins 15 en short et en t-shirt, même si l'eau est à 15 degrés, on peut y aller, mais c'est vraiment l'état d'esprit. Tiens, qu'est-ce que je risque d'avoir une pensée positive? Alors, je l'ai déjà fait personnellement, parce que c'est un travail que j'avais déjà entamé il y a plusieurs années et qui a foiré. Et donc je sais qu'il y a un risque que ça foire tant que je n'ai pas agi sur mes croyances limitantes inconscientes, mes traumas, que je dois lever, et je vais tester des nouvelles techniques. Je ne vous en ferai pas si jamais c'est intéressant, pour justement pouvoir faire en sorte que ces pensées positives viennent se greffer sur une meilleure base, sur une base beaucoup plus solide. Ça, c'est cette capacité de pouvoir remplir votre présent de quelque chose qui est différent du passé. Donc c'est de digérer, comme on l'a dit tout à l'heure, et de prendre en compte le passé, comme je viens de vous le dire. Je prends en compte le fait que j'ai déjà essayé la pensée positive, ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que ça ne peut pas fonctionner, c'est parce qu'il y a un élément qui me manque. Autorégulation, dans le présent, tout va bien. Je peux sourire, je peux faire de l'humour face à ma réaction négative suite à cette story, et je peux mettre en place des éléments au quotidien et faire appel à mon équipe pour sortir de ce cercle vicieux. Étape 7, soyez audacieux. Ça, c'est vraiment un élément qui m'a vraiment plu dans cet article. Soyez audacieux, courageux, audace. C'est suivre le cœur. Courage, c'est suivre le cœur. Créer une nouvelle identité qui ne soit pas reconstituée à partir de votre récit personnel, mais toujours fraîche et en constante évolution. Ça, c'est quelque chose d'énorme. In shape to grow, être en forme pour grandir, en évolution. Entraînez-vous à être positif. Ça ne peut être que positif. Et donc là, on revient sur les écrits du docteur Lorraine. Les affirmations positives sont un puissant outil, mais demandent du travail. Si vous n'avez pas l'habitude de le dire et que vous ne le faites pas régulièrement, cela ne servira probablement pas à grand chose en cas de besoin. C'est un peu comme courir une fois par mois et espérer terminer un marathon dans les temps. Si nous voulons commencer à faire moins de place aux pensées négatives, nous dit le docteur Alexander, nous devons intentionnellement pratiquer des pensées positives. Étape 8, mettons le scepticisme de côté. Dans ce cas-ci, pour moi, ce sera très puissant puisque j'ai déjà essayé les affirmations. La pensée positive, le fait de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort. À chaque fois, je me suis pris une cicatrice, une fatigue et des conséquences à long terme. Là, je dois changer ce cercle vicieux. Soyons réalistes. Au départ, ça va être bizarre de se répéter des choses que l'on n'a pas l'habitude, par rapport justement à nos croyances limitantes, mais il faut pouvoir le faire au quotidien, régulièrement. Le docteur Alexander nous dit, soyez patient et laissez faire le temps pour que ça devienne normal. Encore une fois, on ne prépare pas un marathon en une semaine. Il faut que ça prenne du temps, il faut qu'on soit patient. 9e étape,
dites-le à voix haute, de préférence, si ce n'est pas possible, à vous-même, et suivez-le d'une action. Ça, c'est ce qui avait été très puissant dans la story de Jean-Philippe, c'est qu'il ne nous a pas dit « Ah, cette année-ci, je me projette dans l'avenir, il va faire beau, je vais pouvoir jouer dans ma piscine plus tôt ». Il a nettoyé, donc il est passé à l'action. Alors, le docteur Alexander nous donne quelques idées pour justement travailler sur ces affirmations positives. Elle nous propose de les écrire sur des post-it et de les mettre dans le bureau, dans la maison, de les laisser sur la table de chevet pour se lever avec et se coucher avec ses pensées positives, de conserver ces pensées positives peut-être en fond d'écran par exemple, pour pouvoir nous le rappeler régulièrement et pouvoir justement changer ces 80% de pensées négatives. On peut régler une minuterie pour regarder et répéter régulièrement ces affirmations. Et, encore une fois, passer à l'action, c'est vraiment important de pouvoir avoir des petites choses qui vont être en cohérence avec notre pensée. Vous devez vous donner la chance d'avoir des interactions qui prouvent que votre pensée négative est fausse, nous dit le docteur Alexander. D'où l'importance de faire appel à la team, au staff, lorsque ça ne fonctionne pas. En tant que coach, je prends cela très au sérieux et lorsque mes coachés sont plutôt dans un phénomène d'auto-sabotage où il y a un blocage malgré la discipline, moi mon job c'est de continuer à faire l'enquête et de savoir quel est le grain de sable et j'espère le partager évidemment avec mon coaché. Il y a des coachés qui n'ont pas l'endurance, qui perdent confiance soit au processus, soit en eux, soit en moi. Donc là, le défi, c'est de pouvoir vraiment les garder sur le chemin et avoir ces petites productions de dopamine qui permettent de continuer justement le chemin, même si le résultat n'est pas optimal. Donc par exemple, quelqu'un qui vient chez moi pour perdre du poids et qui a plein d'effets positifs et le poids stagne un peu, eh bien, j'essaie de montrer tous les résultats positifs à côté de la lenteur de la perte de poids et en même temps comprendre pourquoi ce poids finalement a autant de mal à s'alléger. C'est également, comme je le disais précédemment, un élément que je travaille dans l'optimisation de votre santé. C'est la deuxième case finalement de cette modélisation. Alors, j'en parle régulièrement de cette modélisation. Si vous ne savez pas ce qu'est l'optimisation de votre santé optimale, vous pouvez télécharger ce modèle qui est inspiré du modèle Canva. Le modèle Canva, c'est la modélisation de votre business plan en une page, qui a été ensuite adapté à une carrière. Donc un business plan, c'est pour une entreprise, et puis ce modèle a été adapté à une carrière d'une personne. Et moi, je l'ai adapté à la santé. Pourquoi devrions-nous attendre d'être malade, d'être pas bien, pour agir sur notre santé? Ici, c'est une modélisation qui nous permet d'anticiper quelle est la situation actuelle, quelle est la situation optimale que je veux atteindre avec mes propres mots, ma propre définition. Et mon rôle à moi en tant que coach, c'est de donner les pistes de travail, les outils pour aller d'un point présent à un point futur hypothétique positif. Cette modélisation se fait en 9 cases, en 9 questions essentielles. Nous en avons vu une la semaine dernière avec l'importance du staff, de la Dream Team. Aujourd'hui, je vous ai proposé justement cette deuxième case qui s'intéresse au mindset, à la relation que vous avez avec votre santé et avec le discours intérieur que vous avez envers vous-même. Et donc j'espère que cet épisode vous a à nouveau inspiré, que vous avez en tant que coach et en tant que personne lambda suffisamment maintenant de compréhension de l'interaction entre chaque pièce de votre puzzle de la santé et que ce n'est pas uniquement en travaillant sur le nombre de pas ou le nombre de calories que vous allez perdre du poids, vous sentir mieux, mieux dormir, mieux gérer vos émotions, améliorer votre immunité, améliorer votre longévité. Tout cela se fait selon un immense puzzle et j'espère que cette fois-ci, vous avez une pièce supplémentaire. Un tout grand merci de m'avoir écouté jusque maintenant. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager. Et d'ici notre prochain épisode, prenez soin de vous.